Bonjour à tous. Donc, je vous remercie d'être venus à cette conférence sur le numérique dans les lieux de patrimoine. Je remercie également mes invités, Maud Dalem du Muséum de Toulouse, Monsieur Barbet de Semitour et Nicolas Dias de l'Abbaye de Fontevraud. Avant de commencer, je vais d'abord laisser la parole à nos deux entrepreneurs qui vont nous faire rêver, j'espère, avec leurs offres de tourisme. Ah, c'est Skyping. C'est pas Skyping du coup. Allez-y. Bonjour, Jean Foresco, Agoracom. Je vais vous parler aujourd'hui de béton connecté. Donc, tiens, tu peux me tenir ça, c'est un peu lourd. Voilà. La particularité, c'est qu'on a trouvé un procédé pour mettre des puces NFC dans le béton, c'est-à-dire de les couler directement dedans. L'intérêt de la chose, c'est que ça permet d'avoir des puces qui sont complètement inaltérables. Et l'intérêt supplémentaire, c'est lorsque je pose mon smartphone dessus, et alors là, vous allez certainement le voir de loin, bien sûr, on est redirigé vers les directions que l'on avait préconisées auparavant. Alors, comment ça fonctionne ? La batterie, par induction, réveille la puce. La puce demande au smartphone d'aller sur une plateforme. À chaque puce correspond une case, et dans cette case, on met des redirections sur des pages Internet ou des web applications. Alors, là-dessus, il y a le contenu à développer, il y a le fond et la forme. Donc, le fond, ça peut être le patrimoine, ça peut être l'architecture, ça peut être le tourisme, peut-être l'économie. Et la forme, c'est donc soit des données en brut, qui sont des numéros de téléphone pour les secours, des choses comme ça, soit des redirections sur des pages ou des mini-sites, soit des web applications. Donc les web applications, ce sont des applications qui vont s'ouvrir dans le navigateur, que l'on ne télécharge pas, et qui vont chercher la donnée dans la data, ou ça peut être du texte, du film, de ce que l'on veut. Le but, c'est que ça soit très utile à la personne qui cherche l'information à l'endroit où elle se trouve, au moment où elle se trouve. Donc, c'est vrai qu'il y a des applications, des web applications qui sont assez bluffantes, et je vais passer la main à mon collègue. Merci beaucoup. C'était une minute, hein. C'était une minute. Ouais. Je sais pas. Bonjour à tous. Moi, ça me rappelle plein de souvenirs d'être là. Parce que tu étais là l'année dernière, vous nous avez vu ici sur scène. On est Scaping, on a fait le selfie XXL. Le selfie de dingue, comme elle a dit tout à l'heure. Je sais pas si elle est là. On était donc finaliste du Startup Contest. Scaping, c'est l'image, c'est la mise en valeur du patrimoine, la mise en valeur des paysages au travers de caméras de qualité pour mettre plein la vue, comme elle a dit. On vend du rêve grâce à la télévision, grâce à des images de qualité. Et si vous voulez en savoir plus, on est juste derrière, sur les stands, avec Agoracom. Merci. La minute est bien rattrapée. Merci beaucoup. Merci. Alors, donc je vais faire une introduction rapide de la thématique et ensuite on va laisser nos invités parler. Alors, je me présente quand même à vous. Je m'appelle Claire Grelier, je représente ici le Centre de recherche Industrie créative culture de Kelch Business School, c'est l'école de commerce de Bordeaux-Marseille. On travaille sur donc, les industries créatives, petite définition ici, donc sur les thématiques de l'art, du patrimoine, du spectacle vivant, mais également du design, des industries culturelles, donc la musique, du cinéma, les industries du goût, avec la mode, le luxe, par exemple, la gastronomie et le vin, et les industries des loisirs, c'est là que le tourisme apparaît avec le sport, et enfin, on ne voit pas bien ici, mais la créativité dans son ensemble, les villes créatives, les régions créatives. J'ai assisté tout à l'heure à un atelier sur tourisme et culture. Donc nous, on considère bien sûr qu'en France, cette petite opposition qui pourrait exister entre tourisme et culture existe, mais nous, on considère que le grand champ culturel inclut bien le tourisme. Et je suis pour ma part doctorante sur les entrepreneurs innovants du tourisme. Pourquoi c'est nous qui organisons cette petite conférence ? En fait, on a participé à un projet européen il y a quelques années sur la thématique des pratiques numériques dans le patrimoine. Donc on a interrogé des acteurs de la région Aquitaine, du Pays basque espagnol et du centre du Portugal,
des acteurs de grande réputation, des petites structures, de tout type de patrimoine, pour essayer de comprendre leur approche au numérique. Donc voici un peu où on en est. Quand je parle d'organisation du patrimoine, juste pour un petit rappel, on parle du patrimoine naturel, pas uniquement du patrimoine bâti, des musées, des monuments historiques et aussi du patrimoine immatériel. Vous savez sans doute bien sûr que ce sont des acteurs très importants pour la notoriété et la réputation des territoires, des acteurs qui permettent l'attractivité de vos territoires. Leur mission principale à eux, c'est bien sûr la conservation, la préservation du patrimoine, mais également la médiation, donc l'accueil des publics, le transfert de ce savoir, de ce patrimoine, et également la promotion de leurs lieux pour qu'ils soient plus attractifs, plus visibles. Ils ont mis un peu de temps, mais en gros, ils en sont arrivés à la conclusion que l'arrivée du numérique leur permettrait de mieux remplir ces missions. Et donc, c'est de ça que nous allons parler. Malgré tout, il y a plusieurs attitudes des acteurs du patrimoine face au numérique. L'attitude qui reste quand même dominante, c'est l'attitude conservatrice, c'est-à-dire une certaine aversion, une non-utilisation en tout cas du numérique dans le patrimoine, pour plein de raisons, par des manques de moyens, mais aussi des manques de compétences, de connaissances dans le domaine, des manques d'autonomie, de flexibilité, et parfois aussi des questions un peu idéologiques, c'est-à-dire cette association entre le patrimoine et le numérique serait un contresens. Mais on a quand même beaucoup d'acteurs qui rentrent dans la catégorie des pragmatiques, c'est-à-dire qu'ils comprennent que le numérique leur permettra de mieux réaliser leur mission, mais ils n'en ont pas encore les moyens, les connaissances, mais ils font tout pour aller dans cette direction. Donc rapidement, simplement, ils ouvrent une page Facebook, ils ont un site internet, ils essaient de se numériser, mais avec leurs petits moyens. Et puis, on a une dernière catégorie, qui sont les visionnaires, les pionniers, ceux qui ont bien compris que le numérique était très pertinent pour pouvoir répondre à leur mission. Ils l'ont mis au centre de leur stratégie pour se développer. C'est là que je me tourne vers nos acteurs, c'est pour ça qu'ils sont ici, parce qu'ils ont vraiment utilisé le numérique dans leur stratégie de développement et ils vont eux-mêmes vous le présenter, d'abord en présentant leur organisation en elle-même et puis leur pratique numérique. Donc, Maud. Donc bonjour, donc je m'appelle Maud Dalem, je suis chargée des projets multimédia au service des expositions au Muséum de Toulouse. Et avant ça, en fait, j'avais aussi eu des charges en termes de community manager sur les contenus scientifiques. Voilà. Je fais comment? À droite. Ok. Donc, on m'a demandé de vous présenter le Muséum de Toulouse, en espérant que vous êtes déjà tous venus, mais bon. Donc, on a 2 grands sites dans la ville, on en a d'autres aussi, mais je vais vous présenter les 2 plus grands. Donc, on est au centre-ville avec le bâtiment le plus imposant, qui est le Muséum d'histoire naturelle. Et juste à poser, on a le jardin botanique Henri Gossin, qui, lui, fait partie de l'entrée du muséum, mais qui est géré par l'université. Et puis en dehors, dans le nord de Toulouse, on a, j'ai l'impression qu'il y a de l'écho, non? Je ne sais pas si vous l'entendez pas, je sais pas. On a les jardins du muséum avec un espace complètement sauvage et une partie potager du monde où l'esprit, c'est de laisser partir la graine jusqu'au fruit, jusqu'à temps que la plante meurt. Donc on voit tout le cycle de la plante. Voilà. Alors, si je reviens au centre-ville, on a une exposition permanente, bien entendu. Il faut dire qu'on a réouvert en 2008, après 10 ans de fermeture. Donc on est vraiment sur une scénographie nouvelle, avec un objectif qui était nouveau, en tout cas à l'époque, c'est-à-dire d'être vraiment un lieu de vie, un lieu de débat, et pas seulement un cabinet de curiosité, pour faire simple et court. Donc on a l'expo permanente, on a une expo temporaire. En ce moment, on vient d'ouvrir l'exposition Rapace. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. On a une petite expo dossier. En ce moment, c'est les As de la jungle,
puisqu'on a une société TAT Productions à Toulouse qui fait des films d'animation et qui a sorti le film d'animation cet été, Les As de la Jungle. Donc nous, on prend le pendant scientifique de la question, on emmène les enfants faire une mission et découvrir pourquoi Miguel a disparu en cherchant des traces évidemment scientifiques. Et puis, on a aussi une entité forte au Muséum de Toulouse, c'est d'être sur la médiation humaine. Voilà. Donc, on a dans les expositions des médiateurs qui sont là. On n'a pas de gardiens, on n'a que des médiateurs qui sont prêts à sortir quelque chose de leur besace ou qui sont prêts à expliquer quelque chose aux visiteurs qui passent dans la salle. Et des salles d'atelier, une salle de laboratoire, des réserves qui sont visitables, un atelier pour les tout petits et évidemment une grande multitude d'offres pour les familles et les enfants. Voilà, je reprends un peu. Donc là, vous avez une série de chiffres. On reçoit, oui, à peu près 300 000 visiteurs par an, essentiellement de la région, voilà, et plutôt des individuels. On a une identité pour ceux qui ne seraient jamais venus. On a une énorme mur, nous ce qu'on appelle mur, mais c'est un paroi de verre, avec 75 squelettes qui sont disposés en position dynamique et qui font rêver scientifiques et non scientifiques, voilà, autour de ces squelettes. Monsieur Barbet. Oui, bonjour. André Barbet, je suis directeur général donc, de la CEMIC Tours Périgord, qui gère notamment le Centre international de l'art pariétal, mais plus en détail 6 autres sites culturels, 2 châteaux, un cloître, une grotte, un abri préhistorique et un musée sur le parc du Tot. Voilà, on accueille... alors par contre, j'ai pas le... C'est vous qui le faites. Voilà, donc on gère des sites à forte notoriété, bien sûr, la grotte de Lascaux, enfin les facsimilés, le Lascaux 2 et le Lascaux 10-4 aujourd'hui. On gère un peu plus de 800 000 visiteurs accueillis cette année. Et on a aussi la gestion par délégation de services publics, 4 campings et 4 restaurants. La nouveauté de cette année, c'était d'accompagner le développement de l'ouverture de l'ASCO, le Centre international de l'art pariétal, en accompagnant un sujet qui normalement devait être très innovant au niveau numérique, puisque c'est une visite qui se passe en 2 temps, un temps de la contemplation et un temps de l'innovation avec un compagnon de visite qui vous accompagne durant toute la visite. Vous voyez l'ensemble des sites que nous gérons aujourd'hui. J'étais clair? J'étais vachement rapide alors. Ah, je parlais du numérique après. Il y a tellement de numérique. Bonjour à tous, Nicolas Dias, je suis chargé de mécénat et de communication à l'Abbaye royale de Fontevraud depuis quelques mois seulement. J'ai rejoint l'équipe au mois de juin et auparavant je travaillais à la Fondation du patrimoine en région Centre-Val de Loire. Voilà, donc la Fondation... petite piqûre de rappel, qui s'occupe de la préservation du patrimoine rural de proximité. Voilà. Alors, l'abbaye royale de Fontevraud, pour vous situer rapidement, donc, est située dans le département du Maine-et-Loire, dans la région des Pays de la Loire. Elle fait partie des principaux sites culturels et patrimoniaux ambassadeurs du Val-de-Loire. L'abbaye accueille chaque année 200 000 visiteurs et congressistes et compte environ 90 salariés. Alors, son site, et ce n'est pas prétentieux que de dire ça, son site et son histoire sont exceptionnels. Donc on est sur un site quasi millénaire qui a été fondé en 1101. C'est la plus grande cité monastique d'Europe héritée du Moyen-Âge. Alors très brièvement, donc l'abbaye a été fondée au XIIe siècle par un prêtre itinérant qui fixe une communauté d'hommes et de femmes. La singularité donc, est que cette communauté donc, est gouvernée donc, et dirigée par une abbesse, une femme. Et donc 36 abbesses vont succéder du XIIe jusqu'à la Révolution française, date à laquelle donc, l'ordre de Fontevraud va disparaître. Et en 1804, alors je vous donne ces petits détails puisque ça a son importance en fait, sur justement les dispositifs numériques qui ont été mis en place à l'abbaye. En 1804, donc, le site est transformé en prison par décret napoléonien. Et donc l'abbaye royale de Fontevraud va connaître cette période carcérale pendant presque 150 ans. Donc la prison qui sera fermée, donc une des plus dures de France,
et qui sera fermé donc en 1963. Et en 1975, donc l'abbaye va devenir donc un centre culturel de rencontre, un des 3 premiers. Et en 1985, donc je suis désolé, hein, je vous donne tous ces chiffres, mais encore une fois, ça a son importance pour la suite. Et en 1985, donc le site va officiellement ouvrir ses portes au public. Alors aujourd'hui, l'abbaye donc est propriété de l'État. Elle a fait l'objet donc d'un partenariat, d'une délégation donc entre l'État et la région des Pays de la Loire qui aujourd'hui assure la gestion et le financement du site. Voilà, et donc j'ai oublié de vous dire aussi, alors du coup effectivement j'ai pas photo à l'appui quand même de son histoire voilà, exceptionnelle. Et donc là vous voyez donc tout en haut à droite donc nos 2 superstars, parce que je n'en ai pas parlé, mais c'est également la nécropole des Plantagenets. Donc avec notamment donc Aliénor d'Aquitaine, reine de France et d'Angleterre, et à côté d'elle donc Henri II, son époux, roi d'Angleterre, et juste à côté donc son fils, le célèbre Richard Cœur de Lion. Voilà, donc aujourd'hui, rapidement pour terminer, l'abbaye articule aujourd'hui ses offres et services autour de 5 univers. Donc l'abbaye, comme monument historique, la scène et sa programmation culturelle. On est vraiment sur aujourd'hui, alors que ça a été pendant toutes ces années un lieu clos. Donc là, on est sur un lieu donc contemporain ouvert sur son territoire, et donc une programmation pluridisciplinaire très variée. Un hôtel 4 étoiles qui a été réhabilité, un bar connecté, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, un restaurant étoilé, et elle est aussi un lieu d'accueil et de réception pour les particuliers et les entreprises. Voilà, très rapidement. Merci. Donc du coup, comme c'était les petites présentations, maintenant on peut passer aux pratiques numériques, donc ce qui nous intéresse ici. Il y avait quelques photos aussi en plus, les dates. Et voilà, quelle est la place du numérique dans votre organisation? Donc, Maude. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de faire un mini historique un peu de notre démarche, en fait, parce que ça a toute son importance. Donc, comme je vous disais, on a rouvert en 2008, et très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait aller là où les gens sont. Mais à l'époque, c'était encore très jeune comme démarche. Et donc, on s'est développé sur les réseaux sociaux, avec toujours un objectif, évidemment, d'être pertinent. Et donc, par exemple, dans ce cas-là, on avait une exposition sur 2 squelettes de nos réserves, et on poussait les visiteurs à j'allais dire deviner, enquêter sur qui ils étaient et comment ils sont morts. Et du coup, j'avais créé un profil Facebook qui s'appelait Paroles de squelettes, où c'était ces 2 squelettes qui parlaient, et du coup, qui avaient un regard décalé sur les visiteurs et qui un peu les emmenaient à un défi. Et on voit que les gens vraiment se prenaient au jeu, puisque, par exemple, là, il y avait une question autour de la main, et tous les gens dialoguent autour de la particularité de cette main, qu'est-ce qu'on peut deviner à partir de tout ça, etc. Donc ça, c'était notre démarche. On était aussi sur Twitter et sur d'autres réseaux. Dans cet esprit du numérique, on a aussi beaucoup développé tout ce qui est participatif avec le public. Donc on a fait plusieurs expériences. Je vous ai ressorti celle-là qui n'est pas la plus neuve, mais qui vous intéressera peut-être plus par rapport à votre profession autour du tourisme. Où là, on avait une exposition sur notre Eugène Trutat, qui était notre premier conservateur au musée, et qui a dépensé énormément du budget du musée pour prendre des photos, c'était en 1900, prendre des photos des Pyrénées et des bourgs environnants. Et donc, on proposait au public de partir avec la photo ancienne d'Eugène Trutat et d'essayer de recapter le paysage contemporain. Voilà, donc c'était une démarche où on a organisé des randonnées pour partir avec eux. On a lancé aussi un appel sur Internet et on a obtenu des centaines et des centaines d'images qu'on a pu, du coup, intégrer dans l'exposition, parce que c'était avant ouverture. On a intégré dans l'exposition dans un grand dispositif numérique où on se baladait dans les Pyrénées. Ces dernières années, bien entendu, on est un musée, on a plus de 2 500 000 objets de collection.
Et donc on en vient à la numérisation 3D. Alors au début ça s'est fait de façon un peu opportuniste. Et puis évidemment de plus en plus on a une stratégie plus construite. Mais donc là vous voyez notre masque Nimba qui passe dans un scanner de l'Institut Pasteur de Toulouse, avec l'objectif de le scanner pour une démarche de recherche derrière. Donc là on n'est pas sur le public mais plus en termes de recherche. À droite, je ne sais pas si c'est à droite pour vous, oui, à droite, vous avez un objet en fait qui est minuscule, vraiment tout petit, et on l'a sorti des réserves, on ne savait absolument pas ce que c'était, et à force d'enquête, on s'est rendu compte que c'était une raie que les marins avaient transformée pour la rendre en objet monstre, et ils la vendaient au port en faisant croire qu'ils avaient rencontré des monstres pendant leur voyage. Et donc là aussi, on l'a mis dans une exposition qui s'appelait Les Aventuriers, et on a mis cet objet, et à travers un multimédia, on a proposé aux visiteurs de eux-mêmes enquêter sur qu'est-ce que c'était que cet objet, et la 3D leur a permis de voir l'objet et de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça permet aussi de l'imprimer en 3D, bien évidemment. En dessous, vous avez un lion des cavernes, toujours dans cette exposition des aventuriers, où là, en fait, on avait la moitié d'un squelette de ce lion des cavernes. Et donc, on a numérisé en 3D pour faire l'autre partie du squelette. Et puis, on en a profité, du coup, pour l'habiller de muscles. Et on a fait tout un dispositif numérique où les gens partaient en voyage dans le passé. Et puis, vous voyez ce squelette qui se transformait en chair, en peau, et qui devenait vivant, qui prenait vie. Voilà. Alors là, c'est un dernier produit qu'on est en train de mettre en place pour la fin de l'année. Alors, pour vous expliquer un petit peu, donc ça c'est notre dernier projet innovant, va-t-on dire, je vais vous expliquer d'abord les contraintes, parce que vous allez me dire, bon, une visite sur appli, ça c'est facile, hein, ok, voilà, tout le monde le fait. Non, on est parti des contraintes, de se dire, voilà, nous on a un état de fait, c'est que notre public jeune famille, il est comblé. Il y a énormément de visites. Et je vous ai dit, il y a beaucoup de médiateurs. Ils sont plus de 50. Donc, les offres, on en a pour la famille. Par contre, là où on a des visiteurs un peu frustrés, c'est les étudiants. C'est les gens qui ont envie, les adultes qui ont envie, ou jeunes adultes qui ont envie d'en savoir plus, parce qu'on a une scénographie assez épurée et finalement assez peu d'informations en termes d'objets. Donc voilà, donc on voulait cibler ses visiteurs, hein, c'est très important de cibler son public. Hein. Et on avait une autre contrainte, c'est qu'on sait aussi que les gens, c'est un constat, je pense qu'ils ne cherchent pas du tout les applis, hein, et encore moins sur les lieux, puisque nous on a une connexion mairie catastrophique. Donc il fallait qu'ils aient zéro contrainte, voilà, si on voulait qu'ils utilisent l'outil. Donc on a fait appel à une société toute neuve, Livedéo, qui développe quelque chose. On est en recherche et développement avec eux, pardon. Et l'idée, c'est que les visiteurs arrivent avec leur smartphone personnel et on leur dit ça existe. Voilà, évidemment, il y a de la com. Et ils ont juste à se mettre sur un Wi-Fi local et ils accèdent directement à la visite mobile géocalisée, sans e-beacon, sans appli, coq, sans rien. Voilà, avec un flux optimal, parce que c'était aussi notre objectif, c'est qu'on a un public sourd, donc il fallait pouvoir alimenter de nombreuses vidéos en LSF. Voilà. Deuxième objectif, notre public sur un smartphone, on ne le connaît pas au final, nous, notre public muséum. Donc il fallait absolument qu'on puisse expérimenter. Donc on a un back-office derrière sur lequel on est complètement libre d'agir, avec évidemment nombre de stats. Et donc on va arriver justement à proposer des choses, et en fonction de si ça plaît pas en termes de médias, en termes de contenu, si on ne sait pas s'améliorer, on peut changer ses contenus et remettre à jour sans avoir à sortir un budget supplémentaire. Voilà. Dernier objectif, après je ne me rends pas compte du temps que j'ai sur le... donc je veux pas. Dernier objectif, on a très très peu de choses traduites en langue étrangère chez nous. Toujours pour une raison aussi de scénographie. Donc là, voilà, on va pouvoir donner accès à la visite en anglais, en espagnol et en d'autres langues, peut-être dans le futur. Merci. Deux temps sur le numérique.
Il y a 4 ans, on savait que l'arrivée du Centre international, qui était un produit très numérique, on devait accompagner cette arrivée par un développement sur 2 sites que nous gérons aujourd'hui, qui est le parc du Tot et l'abri préhistorique de Loge-Ribas. Ce site du parc du Tot, quand on l'a pris en gestion, faisait 45 000 visiteurs. Cette année, on passera la barre des 110 000. Je dirais que l'arrivée du numérique nous a favorisé ce développement. On a, avec le numérique, la question à se poser, quelle accessibilité pour la famille? Et on s'est aperçu que les enfants n'avaient pas de réponse quand on leur disait on va visiter un château, un site patrimonial, on va apprendre des choses aujourd'hui. Les enfants, bien sûr, font marche arrière. Quand on leur dit tu auras une tablette, on va voir des animaux en réalité augmentée, on va voir un film en 3D, les blocages tombent. Et on est parti de ce constat pour développer sur ce site de Loge-Ribas et du Tot des projets avec de la réalité augmentée qui nous permet de faire quand même des avancées scientifiques assez intéressantes puisque tous les objets mobiliers à Loge-Ribas sont en 3D. Un médiateur peut prendre la parole, commenter les objets qui tournent autour de vous en 360 degrés. Donc le numérique a favorisé la rencontre entre le public des familles avec la préhistoire. L'idée, ça permet aussi de renouveler l'attractivité d'un site. On n'a pas dessiné un projet sur une année ou 2 années, on l'a dessiné sur 10 ans. Les investissements se font en phasage. Chaque année, on essaye de renouveler, d'améliorer les propositions qu'on fait à nos visiteurs. Et ça nous permet de répondre au plus près à leurs demandes. Ces 2 temps nous ont permis d'ouvrir, bien sûr, le Centre international aujourd'hui, qui est vraiment l'accomplissement de ce qu'on peut trouver au niveau numérique. On nous a livré l'équipement le 15 décembre dernier. Et le numérique était défini en 3 phases. La première, une relation avec le visiteur avant la visite, une relation avec lui pendant la visite et après la visite. Avant la visite, on a découvert... Donc pour une petite structure comme nous, on a découvert ce qu'était la vente en ligne. On est passé de 0 billet vendu en vente en ligne à plus de 200 000 cette année. Et on s'est aperçu qu'on avait une relation avec le visiteur qui était quand même plus intéressante. On savait d'où il venait, on avait son âge, on avait la langue qu'il allait parler, si c'était un adulte, un enfant. Ça nous a permis de sortir des billets avec des QR codes qui étaient identifiés ensuite sur le compagnon de visite. Et donc, le visiteur pouvait partir en visite sans être obligé d'être accompagné durant toute celle-là. Le deuxième temps, c'est qu'est-ce qu'il fait ce visiteur quand il est dans le centre? Il a 50 bornes de passage sur 8500 m² couverts. Et on va déterminer quels sont les éléments qui l'intéressent, quels sont les éléments qui zappent, quels sont les éléments qu'il n'a pas le temps de finir. Et donc, on a construit une post-visite. Il a la possibilité, alors c'était quand même une grosse avancée parce que dans le monde souterrain, je ne sais pas si vous le savez, mais on ne prend jamais de photos. Et on s'est dit que sur ce compagnon de visite qui va accompagner le visiteur durant 2h30, 3h, 3h30, suivant son plaisir à retrouver ce lieu, on s'est dit qu'il était intéressant de prendre des photos. Et si bien sûr le visiteur remplit son adresse email, il aura la possibilité de retrouver à la fois ses photos le lendemain sur sa boîte mail et de retrouver tout le contenu qu'il n'aura pas eu le temps d'ouvrir quand il va visiter le site. C'est une relation assez privilégiée qu'on a et qui nous est donnée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que demain, on va savoir quels sont les espaces qui sont bien visités par les visiteurs. On va pouvoir déterminer si... il y a des références historiques qui sont plus prégnantes que d'autres. Et ça va nous permettre, on est déjà dans moins d'1 an après l'ouverture, on est déjà dans comment on va améliorer le site l'année prochaine. En fait, si je devais parler de numérique, je vous dirais que sur ce projet qui était normalement tout numérique, on est déjà en train de penser que le tout numérique est intéressant, mais il faut peut-être le voir dans une notion hybride. Et nous, on n'a pas 50, on a 40 médiateurs qui interviennent sur le site. Et on est en train de s'apercevoir que sur la salle qui est la plus émouvante, peut-être après la visite de la grotte, qui s'appelle l'atelier, avec ce compagnon de visite, on va pouvoir pusher des mini-visites à l'intérieur de cette salle. Et donc d'avoir une relation avec le visiteur, lui disant, si vous voulez avoir une mini-conférence ou une mini-intervention d'un médiateur, vous allez pouvoir le retrouver sous l'abside, sous la salle des taureaux. Et là, on va commencer à faire notre vrai métier, me semble-t-il. L'outil numérique va servir à la médiation, mais on n'oubliera pas les médiateurs qui, eux, font la vraie relation avec le client.
Le numérique nous a permis de résoudre un problème qu'on avait quand on visite le monde souterrain, c'est la file d'attente. Aujourd'hui, à l'ASCO, on a géré l'ASCO 2 pendant plus de 30 ans, on a reçu plus de 10 millions de visiteurs. Il y avait des files d'attente qui étaient entre 4 heures et 5 heures pour visiter le site en plein été. Aujourd'hui, la vente en ligne nous a complètement enlevé ce souci. Plus de 60% des billets sont vendus en vente en ligne et on garde un peu de front office parce qu'on trouve normal qu'il y ait encore un public qui ne soit pas encore attaché à faire une réservation sur un smartphone ou sur une tablette, voire réservation bien sûr par Internet avant chez soi. Les étrangers sont beaucoup plus à même de le faire, quoi. Toute la clientèle nord-américaine, asiatique et méditerranéenne que nous avons depuis le mois de septembre, elle est habituée à visiter et à acheter en ligne puisqu'ils veulent être sûrs de faire la visite. La réalité augmentée nous a permis de montrer à des enfants, et ça c'était quand même assez fabuleux, de montrer les animaux qui vivaient du temps de Lascaux mais qui n'étaient pas dessinés sur les parois. Et puis surtout la gestion du choix d'activité, dans quel sens je fais ma visite, comment je vais aménager notre visite pour qu'elle soit la plus complète possible. Et ça c'est l'histoire que nous vivons avec le compagnon de visite, vous envoyez les commentaires dessous, qui va nous permettre cela. Dans le compagnon de visite, il nous a été livré avec 2 langues étrangères, on est monté à 10 aujourd'hui, avec 2 types de parcours. Si on parle des familles, on a pensé aux enfants, aux petits-enfants, 5, 7 et 8, 12 ans. Et vraiment, c'est assez magique de voir des enfants au sol qui sont en train de manipuler leur tablette et d'avoir une relation ensuite privilégiée avec leurs parents pour pouvoir parler des mêmes choses le soir quand ils sont attablés. Et puis... on a, vous le voyez ici, on est dans la salle des taureaux qui vous est représentée. On a une représentation de cette grotte qui est à l'échelle 1. C'est un peu le succès du facsimilé, quoi. Est-ce qu'il y a 30 ans, on aurait fait le pari de dire on est capable de faire des facsimilés de tout? Sachez que sur la vallée d'Ordogne aujourd'hui, il y a 2 sites majeurs qui sont fermés à la visite, qui n'ouvriront jamais au public. Et le facsimilé est sûrement une des solutions pour avoir accès à ces traces de l'humanité que nous avons sur cette région. Lascaux ne nous appartient pas, on est là pour le partager avec le plus grand nombre. Et bien sûr, tous les commentaires que nous avons aujourd'hui, c'est continuer avec le compagnon de visite à développer en savoir plus. Ça, c'est une demande récurrente. À partir de l'année prochaine, on aura des conférences qui seront filmées, qui seront diffusées pour toutes les personnes qui seront passées en visite sur le site. Et donc avec une newsletter récurrente qui nous permettra d'amorcer les nouvelles des scientifiques qui nous livrent des informations tous les jours. Il y a un colloque aujourd'hui et demain à Paris sur la grotte de Lascaux et sûrement des recherches scientifiques qui pourraient naître de nouveau. Ce qu'on voulait aussi, c'était, vous le voyez ici avec le tunnel numérique de l'art contemporain, on voulait vraiment qu'il y ait une expérience. Je repars avec les informations que je suis venu chercher en visitant Lascaux. Lascaux, c'est aussi la découverte de l'art contemporain. Sur les 100 dernières années, les plus grands, Picasso, Tapies, Miro, Gazirowski, sont passés à côté de la grotte de Lascaux où l'on visitait. Et à partir de là, l'art contemporain est né avec une autre vision de cet art pariétal qui en fait la richesse aujourd'hui. On a voulu partager cela avec les visiteurs et dans ce tunnel numérique, les visiteurs pourront choisir eux-mêmes leurs œuvres, faire leur composition et repartir, toujours pareil, s'ils ont laissé leur adresse mail, repartir avec leur composition et leur exposition temporaire aussi à eux. Voilà ce que je voulais dire, c'est une très belle expérience. Pensons au côté hybride, numérique et médiateur. Excellente transition pour ce qui concerne donc l'abbaye royale de Fontevraud. Rapidement, au départ, donc comme je vous l'ai expliqué, je vous ai expliqué un peu l'historique tout à l'heure de l'abbaye. Dans les années 2000, alors le site de Fontevraud aujourd'hui c'est 14 hectares. Donc 14 hectares qui sont visitables, donc des parcours de médiation qui peuvent être assez longs, une histoire quasi millénaire, mouvementée, donc beaucoup de choses à dire. Et donc, dans les années 2000, donc une volonté politique du président de la région des Pays de la Loire, notamment, François Fillon pour ne pas le citer, a souhaité donc faire de Fontevraud donc une villa Médicis du numérique. Voilà, donc effectivement donc un terrain de jeu intéressant.
avec ses 14 hectares et son histoire, encore une fois, et son site exceptionnel, j'insiste. Oui, effectivement. Donc voilà, je réflexe de me retourner, je ne sais pas pourquoi, c'est plus grand. C'est pour ça. Et en plus, vous m'avez perturbé, parce que du coup, je ne sais plus quoi. Voilà. Donc voilà. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que voilà, donc c'est parti d'une volonté politique et donc ça a mis un peu de temps donc à se mettre en place. Et dans les années à partir de 2007, donc des dispositifs donc numériques donc ont été mis en place donc à l'abbaye de Fontevraud. Le numérique à Fontevraud n'est pas là par hasard. C'est vraiment donc le numérique est vraiment en fait les dispositifs numériques mis en place à Fontevraud sont vraiment au service de la médiation historique et du patrimoine. Je vais en présenter tout à l'heure donc quelques-uns. Fontevraud, c'est une cité donc idéale, une cité donc voulue idéale par son fondateur, et donc les équipes de Fontevraud ont souhaité poursuivre cette même logique. Donc une cité idéale, une cité durable, une cité numérique. Donc je voulais en parler aussi. Le développement durable est une thématique importante, essentielle. Et donc du coup, donc l'abbaye de Fontevraud est rentrée également donc au XXIe siècle et donc a mis en place donc de nombreux dispositifs, notamment la création d'un pôle énergétique. C'est un refuge LPO, donc Ligue de protection des oiseaux, valorisation des biodéchets, copâturage, ruches, etc. Donc voilà, donc cet enjeu majeur du XXIe siècle, donc l'abbaye donc est rentrée pleinement dedans. Et pour ce qui est du... Je suis désolé, j'ai perdu un petit peu le fil de mon discours. Donc pour revenir donc au numérique, donc là je vous présente donc 3 outils, 3 dispositifs numériques qui ont été mis en place donc ces dernières années donc à l'abbaye. Pour vous dire qu'effectivement le numérique n'est pas ici par hasard. On est parti donc là par exemple le dispositif Paint que vous voyez donc en haut à gauche. Il n'existe plus de polychromie à l'abbaye de Fontevraud au sein de l'abbatiale, et donc l'idée ici était justement donc de faire renaître cette polychromie à travers ce dispositif numérique donc très intéressant qui fonctionne très bien pour les plus petits et les plus grands d'ailleurs, vous le voyez. Et donc 3 palettes donc numériques où il est possible de dessiner, de créer, et ensuite l'image est projetée donc au mur. Il est également possible à la fin de la visite de récupérer son œuvre. Voilà, ou directement donc d'ailleurs de l'imprimer directement à la billetterie ou de leur envoyer par mail. Donc on est vraiment parti d'un besoin, d'un postulat donc historique du patrimoine, et donc ce dispositif donc a vraiment mis en lumière, donc était vraiment là pour voilà, l'idée c'était vraiment de redonner donc des couleurs à l'abbaye. Le dispositif de droite, donc la chasse au boson, donc c'est un dispositif qui existe toujours. C'est à destination donc des enfants de 8 à 14 ans. Donc on met à disposition donc un iPad, donc avec un supplément de 4 €. Tout ça sont des compléments en fait à la visite, en sachant que le Paint donc est intégré directement au parcours de visite. L'iPad, donc la chasse au boson, lui du coup nécessite donc le paiement de 4 € supplémentaires. Et donc les enfants donc parcourent le site. Donc c'est une chasse au trésor où ils partent à la recherche en fait de personnages imaginaires. Et donc ils parcourent comme ça donc sur l'ensemble du parcours. Donc ils vont donc ils photographient donc certains éléments patrimoniaux. Et voilà, et donc du coup donc on leur raconte l'histoire à travers ce dispositif de l'abbaye. Ensuite donc tout en bas donc c'est parti là aussi d'un besoin. En tout cas donc certains visiteurs donc sont venus nous voir pour nous dire que pour ceux qui souhaitaient déambuler directement sur le site sans forcément prendre des compléments de visite, audio guide, etc. Du coup, ils reprochaient un petit peu aux équipes de l'abbaye de ne pas avoir assez d'informations sur l'histoire du site, sur ce site vaste. Donc, et donc c'est parti de ce questionnement. Donc a été mis en place donc 20 écrans sur l'ensemble du site répartis à des endroits plutôt stratégiques, et donc qui racontent encore une fois donc l'histoire de l'abbaye, ses personnages. Donc voilà.
Donc là, vous pouvez voir également donc à gauche, donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc un hôtel 4 étoiles donc, a été créé. Disons que l'un des monastères a été réhabilité donc, en hôtel. Et donc juste à côté, donc, un bar connecté, l'iBar. Donc là, vous voyez, donc, composé de plusieurs tablettes qui font office de table. Sorte de médiathèque numérique, ce qui fonctionne extrêmement bien, où du coup il est possible d'avoir des informations sur le site, sur son environnement également, d'avoir des jeux, voilà, une vraie médiathèque numérique qui a été mise en place donc, au sein de ce bar connecté. À droite également, donc, on a toute une partie, un parcours de médiation donc, qui parle du passé carcéral de l'abbaye, et donc avec la mise en place depuis 2 ans maintenant donc, de parloirs. Voilà, donc, ce dispositif permet en fait d'écouter, d'avoir des témoignages de personnes qui ont vécu cette période carcérale. Voilà, donc l'idée c'est vraiment ici, en tout cas à Fontevraud, c'est un lieu d'expérimentation du numérique, tout en sachant que l'objectif est vraiment de proposer de nouvelles expériences aux visiteurs, en complément de ce qui existait déjà en tout cas, ni de remplacer. Voilà, c'est vraiment le numérique à Fontevraud n'est pas là par hasard encore une fois, il est vraiment au service de la médiation historique et du patrimoine. Voilà, donc là pour 2018, on a plusieurs projets donc à venir, notamment donc la mise en place de 2 hologrammes. Et encore une fois, donc un hologramme donc qui présente, un hologramme de Robert d'Arbrissel, donc le fondateur, parce qu'aujourd'hui donc il n'existe on n'a aucune salle de médiation qui nous parle de la fondation de l'abbaye. Donc voilà, d'avoir ce fondateur qui accueille les touristes, et un autre hologramme de Napoléon qui explique pourquoi est-ce qu'il a transformé donc l'abbaye en prison. Donc voilà, donc à chaque fois, donc on part d'un fait historique, on part du site, du patrimoine, et on essaye de chercher en fait quel dispositif numérique pourrait peut-être le mieux s'adapter au lieu, avec toutes les contraintes que cela suppose, mais je crois qu'on en parlera juste après, et je m'excuse pour ces approximations. Merci de votre indulgence. Merci. Donc, bon, là, on a une longue présentation de chaque organisation et des dispositifs numériques. Ce qu'on peut retenir, c'est que dans le patrimoine en général, les gens qui viennent faire leur visite veulent avant tout voir du patrimoine, c'est-à-dire ils ont la volonté d'avoir quelque chose à voir et à toucher. C'est pour ça aussi que revenir sur quelque chose d'hybride, le numérique aide vraiment beaucoup à répondre aux missions du patrimoine, mais il faut qu'il y ait cette notion d'avoir quelque chose à identifier, à voir, et d'avoir un outil numérique pour soutenir. Dans les missions qu'on a identifiées aussi, la conservation du patrimoine, on voit très bien que le numérique va plus loin en permettant, par exemple, d'identifier des objets qui étaient mal identifiés. Ça permet aussi aux visiteurs d'aller dans des endroits qui sont inaccessibles. Enfin, c'est le cas vraiment pour Lascaux. Donc aussi, ça permet de rénover des bâtiments grâce à des outils numériques qui nous permettent de comprendre comment était structuré le bâtiment avant et d'avancer. Donc le numérique, c'est vraiment, au-delà de la médiation, un outil très utile au patrimoine. Et pour la médiation et pour la visibilité, on voit bien aussi que ça permet donc d'attirer de nouveaux publics, donc des jeunes publics, les adolescents aussi, qui sont une vraie question pour les musées, et aussi d'augmenter la fréquentation du coup, et d'apporter de nouveaux contenus au-delà du simple cartel qu'on trouve dans les musées, d'avoir quelque chose de plus interactif, de plus pertinent. Donc, j'avais 2 questions. Je ne pense pas qu'on ira sur les 2 questions, mais pour pouvoir faire le lien avec vous, avec le tourisme, l'idée, c'était de comprendre du coup en quoi ces organisations, comment elles travaillent avec leur environnement, comment elles travaillent avec le tourisme. Est-ce qu'il y a eu des aides, des soutiens? Est-ce qu'il y a un travail en réseau quotidien ou pas? Et est-ce qu'elles travaillent aussi entre elles, entre organisations du patrimoine? Je vous laisse... Je suis disciplinée, je reprends l'ordre. Donc après, dans l'environnement, ça comprend beaucoup d'environnements différents. Nous, à Toulouse, depuis 4-5 ans, tous les acteurs du numérique au niveau culturel, on se réunit tous les 2 mois à peu près. Donc archives, lecture publique, musées.
Du coup, on échange sur nos projets. On essaye de partir sur des projets communs. Et donc, par exemple, typiquement, la visite mobile que je vous ai présentée, on s'est placé comme pilote dans le groupe, mais je veux dire, tout le monde était très intéressé, d'autant plus que par un simple onglet sur le bureau du smartphone, on peut être à n'importe quel endroit, il suffit de cliquer sur cet onglet et on accède directement à cette visite, qu'on soit aux archives, qu'on soit... Voilà. Donc ça crée du lien en termes d'usage. Le citoyen n'a plus de questions à se poser, il va dans un lieu culturel, il a son onglet culturel sur son smartphone et il y accède. Voilà. Autre type d'échange d'environnement, j'en ai pas parlé, mais cette visite mobile, elle présente évidemment des archives, elle présente aussi des interviews et entre autres, on parlait de patrimoine immatériel. Depuis pendant 4 ans, notre responsable ethnologie est parti au Brésil pour justement enregistrer des rituels des Amérindiens. Et donc tout ce patrimoine immatériel, on est en train de le trier, de le ranger, voilà, et sur certains objets qui sont présentés, puisqu'on a toute une collection d'ethnologie, on peut présenter ce patrimoine immatériel au public. Voilà. On va aussi développer, soit au niveau des entreprises, donc au niveau économique, hein, ou au niveau des écoles, développer évidemment la reconstitution de nos animaux préhistoriques. Et pourquoi pas faire des liens entre nous, hein, pour donner à voir. Voilà. Au niveau de l'Office du tourisme, ils sont venus il n'y a pas très longtemps, ils sont dans la salle d'ailleurs, avec cet questionnement justement, qu'est-ce qui... leur regard d'expert, qu'est-ce qui est pertinent d'être traduit, qu'est-ce qui ne l'est pas. Comment se comporte un visiteur anglais et espagnol, qu'est-ce qu'il a envie de vivre. On peut se dire que c'est différent d'un visiteur français, d'autant que nous, les visiteurs français, on vise pas le primo-visiteur, on vise pas celui qui a juste envie de profiter d'une émotion, mais on vise celui qui veut en savoir plus. Donc voilà, c'est pas exactement la même approche, donc voilà, c'est un travail à faire en commun. Très bien. Pour l'ASCO, c'est un peu particulier puisque cette année, on a mis en place un comité scientifique avec 4 préhistoriens, la conservatrice de la grotte de Lascaux, et nous leur proposons les discours réalisés par les médiateurs. Quand vous mettez déjà 2 préhistoriens autour de la table, c'est déjà compliqué. Donc je vous dis, avec 5, c'est vraiment très compliqué. Chacun a sa vision, son interprétation de ce qu'on trouve dans cette grotte. Mais bon, il y a un comité scientifique, on arrive à travailler avec eux, on essaiera de dessiner ce qui est le mieux pour nos visiteurs, puisque c'est quand même le visiteur qui a raison dans l'affaire, quoi. Nous, c'est mi-tour aujourd'hui, on pense que c'est le marché qui a toujours raison, quoi. C'est à nous de nous adapter à ce marché et pas tout à fait le contraire, notamment dans la manière dont on veut rendre lisible le patrimoine. Des liens donc avec l'ASCO et la conservatrice, ce comité scientifique. Sur les châteaux, on a le conservateur départemental. Je vous rappelle que la SEM a été constituée avec un actionnaire majoritaire qui est le département de la Dordogne, la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse régionale du Crédit Agricole et 10 acteurs privés. On leur rendait compte, mais l'idée principale qu'il y avait à la création de cette SEM, c'est que l'ASCO, qui était le moteur qui allait irriguer l'ensemble du territoire, devait bénéficier bien sûr à ses autres sites. Quand je dis irriguer, c'est de manière économique et dans les flux touristiques que nous avons développés sur les autres sites, donc les châteaux, les cloîtres et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est le succès de l'ASCO doit bénéficier aux autres sites. Et à partir de là, on travaille donc avec le conservateur, on travaille avec les scientifiques qui travaillent sur le monde souterrain, dans la partie géologie. Et bien sûr, à chaque fois, on fait des propositions sur la médiation. Je pense que les derniers audioguides que nous avons mis en place là, sur les châteaux et le cloître ont été validés. Tous les discours ont été validés par le conservateur. On les a écrits ensemble, les vidéos aussi. L'idée, c'est que le discours soit quand même à la hauteur et l'enjeu patrimonial du département. Ensuite, les médiateurs ont la possibilité de ne pas réciter leur visite. Ils sont là pour essayer d'aménager au mieux. Parce qu'un public enfant, ce n'est pas la même chose qu'un public d'adultes ou de seniors. Il faut avoir la capacité à s'adapter au public qu'on a en face. Donc, bien sûr, les offices de tourisme. Aujourd'hui, comme je vois qu'il vient d'arriver dans la salle,
On va essayer d'aller encore plus vite avec le comité régional du tourisme de la Nouvelle-Aquitaine. On a besoin d'eux pour aller notamment chercher une clientèle internationale. L'ASCO est une référence internationale, donc on a besoin de ces publics-là. Et puis derrière, essayer de travailler sur tout ce qui est... on a une demande terrible des offices de tourisme pour avoir accès à la vente en ligne de nos sites, sachant que nos sites, cette vente en ligne nécessite bien sûr quelques obligations, notamment on ne vend pas que l'ASCO, on vend l'ASCO avec un pass et d'autres sites préhistoriques. Je vais vous rassurer, on a travaillé pour les animaux préhistoriques, on a travaillé avec le Musée national de la préhistoire aux Zézy, qui nous a bien aidé dans la construction et des animaux préhistoriques qu'on présente à l'ASCO. Donc vous avez raison, hein, on pourrait faire des croisements. Donc il y a beaucoup de frontières, c'est vrai, administratives entre nos territoires, puisque là on est à Toulouse, c'est l'Occitanie, et nous on est Nouvelle-Aquitaine. Donc vous voyez déjà, pour arriver à se parler, ça sera un peu plus difficile. Il y a encore beaucoup de frontières administratives sur les territoires. Et nous, on essaye de se positionner un petit peu au-delà de tout ça, puisqu'on est la marque phare de ce territoire. Après, il y a toute la question des licences de données. Parce que vous dites qu'il y a un problème de communication entre régions, mais finalement, si on laisse ces productions en licence libre, ça permet aussi de connecter entre... Alors pour Fontevraud, du coup... la problématique est tout autre, puisqu'on est donc effectivement sur un site classé monument historique, donc un site qui appartient à l'État, qui a fait l'objet, donc comme je vous l'ai dit, d'un partenariat donc entre l'État et la région qui aujourd'hui assure donc la gestion et le financement du site. Donc tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple des écrans, des 18 écrans qui ont été mis en place donc sur l'ensemble du site très récemment. Donc la DRAC, légitimement certainement, donc nous a demandé de retirer donc ces écrans et de les réinstaller, mais en tout cas d'une autre manière, parce qu'effectivement ils étaient posés directement sur les murs, et donc l'idée ce serait là effectivement de remettre ces écrans en pensant voilà, en ayant un autre dispositif que celui de mettre directement, même si bon, je pense que les choses avaient été bien faites, mais bon voilà, genre de problème qui finalement n'en est pas vraiment un, mais voilà, on travaille beaucoup et main dans la main, heureusement aussi avec les architectes des bâtiments de France, direction régionale des affaires culturelles. Là récemment, donc les cuisines romanes de l'abbaye donc sont en restauration pour 36 mois. Donc c'est-à-dire fermé donc au public. Donc là, on est en train de travailler avec la DRAC pour essayer de penser justement à un dispositif de médiation donc à l'extérieur donc du bâtiment pour que le public puisse malgré tout profiter de ce qui s'y passe. Il y a des fouilles archéologiques par exemple qui ont été lancées. Donc l'idée serait vraiment de pouvoir montrer donc au public. Donc on est en train de discuter et de voir ensemble donc le dispositif numérique, pourquoi pas, qui pourrait être mis en place. Donc voilà. Sinon après c'est vrai qu'on travaille avec, on a la chance d'être sur le Val-de-Loire, patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc Fontevraud donc fait partie intégrante de ce Val-de-Loire. L'abbaye fait même partie du mouvement d'un des clubs de l'UNESCO. Donc elle est au cœur du réseau, même si effectivement l'abbaye c'est pas Chambord, c'est pas Chenonceau, c'est pas Azay-le-Rideau. Nous c'est 200 000 visiteurs. On est un peu voilà, on pâtit un peu de notre situation géographique, même si bon, elle est exceptionnelle puisque elle est à la croisée de 3 grandes régions, dont une notamment la Nouvelle-Aquitaine. On est à quelques kilomètres de l'Indre-et-Loire, donc de la région la région Centre-Val de Loire, mais aussi de la Vienne et donc de la Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est vrai qu'il y a cette position stratégique, mais pourtant, par rapport au Val de Loire, patrimoine mondial de l'UNESCO, on est un petit peu esselé. J'en parlais tout à l'heure avec un collègue lochois qui a ce même souci à Loches, et pourtant, voilà, on est une très belle forteresse aussi. Et donc voilà, et puis on travaille aussi avec beaucoup d'acteurs économiques. D'ailleurs, aujourd'hui, moi, c'est mon rôle au sein de l'abbaye. Voilà, je suis plus habilité à parler du mécénat que du numérique, mais bon, j'espère quand même que je l'ai fait le plus correctement possible. Donc voilà, c'est effectivement d'aller de travailler. L'abbaye infuse par sa programmation culturelle sur l'ensemble du territoire, avec ses spécificités. Le Saumurois, c'est le cadre noir, c'est le no-tourisme, donc le vin. Et donc on a mis en place de nombreuses résidences d'artistes
au sein de l'abbaye, et donc on travaille main dans la main aussi avec l'ensemble des acteurs économiques. L'été prochain, on va mettre en place, alors secret de Polichinelle, non, ça a été officialisé, donc je peux le dire. Il y aura donc un spectacle équestre, justement en partenariat avec le Cadre Noir à l'abbaye. Voilà, donc on essaye vraiment de travailler main dans la main avec l'ensemble des acteurs. L'Office de tourisme également donc, du Saumurois. Une SPL dédiée a justement été créée là, très récemment. Et pour terminer aussi, cet été, on a mis en place au sein de l'abbaye, le thème était Richard Cœur de Lion, donc on a créé donc, un escape game, et donc du coup, donc, voilà, qui fonctionne extrêmement bien sur le sceptre perdu de Richard Cœur de Lion. Et la forteresse de Chinon qui est juste à côté, également, donc, on avait mis en place, donc on a mis... voilà, il y a un ticket en fait qui a été mis en place. Si vous faites l'escape game de Chinon, venez à Fontevraud et vous paierez moins cher. Donc voilà, on a aussi des passes comme ça entre différents sites culturels de la région. Et c'est pareil, on essaie de dépasser ces frontières administratives. Voilà, en essayant d'aller et de travailler main dans la main avec l'ensemble des acteurs. Voilà. Merci. Donc, on a 5 minutes pour vous laisser la parole. Si vous avez des questions ou des commentaires, peut-être plutôt, ou même des témoignages d'ailleurs, sur cette thématique, je vous invite à prendre la parole, s'il vous plaît. Oui. Si vous pouvez passer derrière vous. Merci. Merci. Bonjour. Voilà, je travaille dans un équipement culturel dans les Landes, l'écomusée de Marquez. La question du numérique se pose à nous, bien évidemment. Et vous avez parlé donc d'outils, vous avez également parlé de visiteurs, de clients. Par contre, je me pose la question sur votre organisation en interne, notamment en termes de ressources humaines. Comment la transition vers le numérique impacte en termes d'organisation et aussi de montée en compétences? Je vous remercie, c'était ma deuxième question qu'on a sautée, donc c'était parfait. Oui, alors effectivement, c'est une excellente question. Alors nous, au sein de l'abbaye, on a un pôle innovation, alors qui veut dire pas grand-chose et beaucoup de choses à la fois, qui en plus aujourd'hui s'est étendu au pôle innovation, communication, mécénat avec mon arrivée. Donc on avait un responsable en fait chargé du numérique pendant 3 années qui a développé donc l'ensemble des dispositifs que je vous ai présentés tout à l'heure, qui malheureusement donc a quitté l'abbaye, et donc on s'est aperçu qu'effectivement mettre en place ces dispositifs donc c'est une bonne chose, mais après se pose de réelles questions sur la maintenance de ces dispositifs, la pérennité aussi, la pertinence, et donc je sais que la direction de Fontevraud envisage très sérieusement, en tout cas là, dans les prochains mois, donc de recruter donc une personne vraiment en charge qui a de réelles compétences donc en la matière. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et il y a ce sujet financier aussi, on n'en a pas parlé, mais mettre en place des dispositifs numériques, c'est bien, mais ça coûte cher. Alors nous, on a beaucoup de chance puisqu'on a effectivement de nombreux fonds publics qui tendent à diminuer comme partout. Et donc c'est pour ça aussi qu'on va se diriger progressivement vers le mécénat privé, pour pouvoir justement financer ces nouveaux dispositifs à venir à l'abbaye. Voilà. Dans notre cas aussi, la question est très sensible, hein, étant donné qu'on est une collectivité. Du coup, ça veut dire qu'on est très sectorisé, chacun dans son coin. On est dans une pyramide hiérarchique. Donc le numérique est, de par sa spécialité, une discipline qui est, du coup est transversale, en tout cas fait appel à plusieurs métiers, et du coup c'est compliqué. Voilà, ça c'est compliqué. Aujourd'hui, moi ma démarche c'est d'essayer de partager la culture numérique en interne. Donc ça c'est une première démarche parce que c'est un constat. Enfin, voilà. Quand les gens, en plus je vous ai dit on est beaucoup dans l'humain chez nous, donc très très peu de personnes qui sont autour du numérique, et même j'ai envie de dire un rejet. Donc c'est compliqué. Donc c'est amener petit à petit cette culture, et ça commence.
Voilà, ça commence parce que j'ai mis des graines en interne, parce qu'à l'extérieur, on commence à en parler beaucoup plus, entre autres au niveau de la médiation. Donc c'est quelque chose qui commence à porter ses fruits. Et typiquement avec ce projet Visite Mobile et encore avec un autre antérieur, j'ai essayé de mettre en place un mode projet transversal. Ça semble complètement peut-être simple pour beaucoup d'entre vous. Chez nous, c'est un vrai enjeu. Donc là, c'est vraiment de dire, voilà, la visite mobile, c'est pas Maud Dalem dans son coin qui va la créer, surtout que nous, on n'a pas les budgets, on n'a pas des sous de la région. Enfin, je dis non, en fait, c'est pas vrai, excusez-moi, je me trompe. La visite mobile est subventionnée par la région, mais bon, c'est une petite somme. Malgré tout, voilà. Donc ça veut dire qu'on fait beaucoup de production en interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je ne voulais pas être responsable des contenus. J'estime que les collections et la médiation a beaucoup de choses à dire. Collection par ses connaissances, la médiation par ses connaissances et sa vulgarisation, sa connaissance du public qui vient chez nous. Qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'est-ce qu'il a envie de savoir? Qu'est-ce que le médiateur est à même de partager? Et quelles sont les informations qu'il ne peut pas partager? Entre autres des archives, il ne va pas avoir tout le temps que des photos à montrer. Donc voilà, ou de faire revivre un spécimen en vidéo, c'est quand même plus simple. Donc voilà, c'était vraiment les impliquer dans ce projet-là et du coup casser, alors que rien n'était mis en place, casser ce mode hiérarchique et de travailler ensemble. Et l'étape d'après, donc là je vous dis, on est en fin de mise en place, c'est qu'eux-mêmes aussi participent après à l'évaluation. C'est-à-dire qu'ils soient confrontés avec le public et voir qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui ne plaît pas, et que pour qu'ils s'engagent complètement dans ce type de projet. Mais ça vient. Avec Laurent Corbel, qui est ici, le directeur adjoint à la Sémitour, à nous deux, on essaye de penser le numérique de demain et la médiation de demain. Ensuite, on a bâti une équipe technique autour de nous grâce à l'arrivée de l'ASCO 4, puisque l'ASCO 4, on a 1500 compagnons de visite qui auront une durée de vie limitée à 2 ans. Il faudra changer les batteries, les vitres, il faudra peut-être rajouter du contenu, une mémoire si on va avoir des langues supplémentaires. Donc ça demande quand même des lourds investissements, il faut quand même se le dire. Nous, on a budgété entre 200 et 300 000 euros par an pour changer un tiers du matériel tous les ans et commencer à voir loin. On est une SEM, donc de droit privé, ça veut dire qu'on est SA et qu'il nous faut du résultat économique, on n'a pas de subvention publique. Il a fallu recruter une équipe et donc cette équipe articulée autour d'un responsable technique à l'ASCO, d'un responsable informatique, d'un responsable audiovisuel et d'un technicien. Cette équipe bâtie peut répondre pratiquement à tous les besoins aujourd'hui qu'on a recensés sur site. Néanmoins, les investissements numériques qu'on a réalisés sur le Grand Roc et sur le TOT, on s'aperçoit quand même que c'est des investissements lourds qu'il faudra tous les 3 à 4 ans renouveler. Et puis bien sûr des contrats de maintenance qui sont relativement importants, quoi. Heureusement que les équipes sont formées. Au niveau technique. Après, l'arrivée du numérique, nous, sur des sites en milieu rural, aurait pu être vécu comme quelque chose de difficile. La fréquentation de clientèle progressant de manière forte, toutes les équipes se sont mobilisées pour essayer d'en tirer encore plus d'avantages, quoi. Et finalement, en livrant les premiers appareils ou les premiers dispositifs, on s'est aperçu que les équipes vivaient ça très bien. Et surtout, elles revenaient vers nous en disant il faudrait rajouter cela, il faudrait rajouter tel poste-visite, telle langue, il faudrait peut-être présenter d'une manière différente les collections. Et finalement, ça fait un lien avec la direction qui est plutôt sympa, quoi. Ils vivent le patrimoine, le site patrimonial dont ils ont la gestion de manière un peu différente. Ils sont aussi acteurs. Et ce qu'on leur demande d'ailleurs, on leur demande d'être proactifs sur les futurs visiteurs et sur les réponses qu'on doit amener aux visiteurs. Donc moi, le numérique aujourd'hui est plutôt bien vécu. Sur l'ASCO 4, c'était plus facile puisqu'on est parti de 12 salariés sur l'ASCO 2, on est aujourd'hui 84. Et donc toute la génération qui est arrivée nous a fait diviser par 2 notre courbe des âges.
Voilà, donc notre pyramide des âges. Donc ça c'est plutôt intéressant, on vit avec un public sur l'ASCO 4 qui doit tourner à 27 ans de moyenne, et donc avec des parcours différents sur la gestion patrimoniale, sur la médiation. Et finalement, eux aussi sont déjà en demande pour les années futures d'amélioration du compagnon de visite, et puis d'essayer de se spécialiser. Bon, je vous dis, on n'a pas fini notre année puisque ça finira au 15 décembre, mais aussi sont en demande d'une autre organisation pour les médiations, avec chacun des responsabilités bien définies sur les domaines très différents que l'on peut trouver dans la préhistoire. Donc plutôt un regard positif sur ce nouvel entrant qu'est le numérique. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie et je vous invite, si vous avez d'autres questions, à venir nous interroger directement. Et je ne sais pas ce qu'il y a après. Merci beaucoup. Au revoir.